De retour au bulletin. Ville intelligente. Alors, au-delà des slogans et des mots à la mode, qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? En 2014, l'administration Coderre a mis en place le Bureau de la ville intelligente et numérique afin de faire de la métropole un leader mondial dans le domaine. Donc, pour nous parler du concept de ville intelligente et des initiatives mises en place par la Ville durant les dernières années, nous accueillons Alejandro Romero Torres. Monsieur Romero Torres est professeur au département de Management et Technologie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Monsieur Romero Torres, bonjour, bienvenue au bulletin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? Au-delà du buzzword ou du mot à la mode, qu'est-ce que c'est une ville intelligente? En fait, il va falloir parler sur les deux plus importants résultats de faire ce type d'initiatives. D'un côté, c'est sûr qu'on va avoir des services numériques. On va utiliser les nouvelles technologies pour donner de meilleurs services aux citoyens, soit pour leur donner accès aux informations, soit pour faciliter la vie, soit par la mobilité. Donc, on peut donner des informations par rapport à quelle heure arrive le bus, est-ce qu'il y a des problèmes de embouteillage, et même lui proposer certaines routes pour pouvoir arriver plus rapidement d'un plan A à un plan B. Ça, c'est un niveau technologique, mais on a aussi un autre point assez important, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de villes qui ont décidé de s'investir dans ce type de projet. C'est le fait que finalement, c'est une idée de marketing. Actuellement, on commence à observer qu'il y a beaucoup de populations qui sont dans les milieux ruraux, qui veulent aller vers les milieux urbains. On considère que 3% de la population, chaque année, va décider de se déplacer du rural vers l'urbain. Ça, c'est à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. Mais on le voit même au Canada. Donc, les villes actuellement sont en compétition. Il va y avoir plus de citoyens qui vont s'installer dans la ville, parce que plus de citoyens vont y avoir, plus ils vont pouvoir offrir des services, mais aussi vont avoir plus d'argent pour développer des projets. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on confond souvent données ouvertes et ville intelligente, alors que les données ouvertes sont un concept essentiel, en quelque sorte, à l'établissement d'une ville intelligente. Dans un premier temps, données ouvertes, très rapidement pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? Les données ouvertes, en fait, c'est avoir de la transparence de la façon dont on va gérer la municipalité. Donc, c'est sûr que les élus, mais aussi les fonctionnaires, ont beaucoup d'informations et en fonction de ces informations, vont prendre des décisions par rapport au projet ou par rapport aux investissements. Mais actuellement, ce qu'on veut faire, c'est donner ces informations à tous les citoyens pour que les citoyens puissent connaître les informations, voir de quelle façon les décisions étaient prises, mais on veut aller au-delà de cela. On veut aussi que les citoyens soient capables de comprendre ces informations, les analyser et même proposer des projets. Et il y a un volet, en quelque sorte, un peu commercial à tout ça, c'est-à-dire que les données sont mises à disponibilité du grand public gratuitement. Par contre, ça permet à des entreprises de développer des applications, des logiciels, des applications mobiles pour nos téléphones qui vont utiliser ces données ouvertes. Oui. En fait, il faut voir qu'il y a un élément très important quand on parle de la ville intelligente, c'est, oui, on a des services numériques, on va offrir des projets d'initiatives numériques, mais le plus important, c'est qu'on va avoir un citoyen qui va devenir plus sensible et plus capable pour réaliser différents types d'initiatives dans la ville. Donc, on considère qu'il va y avoir 4 différents types de citoyens. On va avoir un citoyen qui va être seulement consommateur de l'information. Donc, dans ces cas-là, on a l'application InfoNeige, dans laquelle il va pouvoir savoir à quel moment le déneigement sous la rue va être fait. Il va y avoir aussi un citoyen qui va être producteur de données, donc un citoyen qui va rencontrer des problèmes dans la ville et tout de suite il va communiquer avec la municipalité pour pouvoir dire voilà, il y a un problème, il faut rendre une solution. Il va y avoir aussi un citoyen qui va être consommateur, mais aussi producteur des informations. Donc, par exemple, pour les déplacements dans l'ASTM, le citoyen va pouvoir définir tous ses parcours de toute la semaine et l'ASTM va pouvoir leur donner des informations à quelle heure c'est le moment le plus exact pour prendre les transports publics. Ce qu'on peut voir, par exemple, dans un autre domaine, avec l'application Wave, où des individus sont en mesure de contribuer à une base de données qui permet de savoir où il y a du trafic ou il n'y en a pas. Donc, ils vont offrir des données, mais ils vont aussi réutiliser ces données pour améliorer la qualité de vie. Mais finalement, on a un autre type de clients, des citoyens qui vont participer à la ville intelligente, c'est les créateurs de projets. Donc, on va voir soit des entreprises qui vont venir s'installer dans la ville pour pouvoir offrir de nouveaux services. Ils vont profiter de l'infrastructure Wi-Fi dans les métros, dans les parcs ou dans les rues de la ville, ou soit l'infrastructure à grande vitesse. Et on installe aussi la fibre optique pour que plus d'entreprises puissent venir s'installer et donner des services numériques. Donc, tout ça, ça fait partie de la ville intelligente. L'administration Coderre avait mis en place, il y a de ça quelques années, le Bureau de la ville intelligente
intelligente et numérique. De votre point de vue extérieur, quel bilan on peut dresser de l'opération Ville intelligente depuis, disons, les 2 dernières années? Il faut dire que vraiment, on a vu une évolution de tout ce qui s'est passé avant 2014 à ce qui se passe actuellement. Donc, on commençait à beaucoup entendre qu'il y avait beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi on voulait devenir plus intelligent. Donc, il y a eu un plan qui était réalisé à la fin de 2014. Donc, c'est un plan 2015-2017 dans lequel ils sont définis environ plus de 80 projets. Donc, actuellement, de ces 80 projets, il y a 30 projets qui sont déjà finalisés. On a déjà des applications, on a déjà des sites Internet dans lesquels on peut aller collecter des informations avec les données ouvertes. Il y a d'autres projets, environ, il y a 30% des projets qui sont actuellement en réalisation ou en test. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont dans une phase de conception parce qu'on a besoin d'avoir des politiques, des procédures et surtout regarder quel va être le point de vue du citoyen par rapport à certains types de données qu'on va collecter. Et est-ce que l'objectif du maire Coderre, c'était de faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu en 2017 en matière de ville intelligente? Selon vous, est-ce que l'objectif peut être atteint d'ici l'année prochaine? Je veux dire que peut-être Montréal a commencé à avoir une image intelligente à l'extérieur. En 2014, même avant qu'on ait les plans, il y a les forums des communautés intelligentes qui vont étudier différents types de villes et de développement. Et ils sont sélectionnés en 2014, Montréal comme entre les 20 premières villes qui étaient intelligentes. Et l'année passée, non cette année, en fait, en juin, ils ont ramassé les prix pour être considérés la communauté plus intelligente de l'année. Donc, il y a eu ce forum qui est venu visiter Montréal. Il a comparé différentes villes, soit au Canada, en Amérique du Nord et en Europe. Et ils ont donné ces prix parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées à Montréal. Mais si on regarde de façon plus générale, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On parle beaucoup de données ouvertes. Il n'y a pas beaucoup de choses de données ouvertes qu'on peut déjà aller ramasser. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir du une transport politique. en commun, du Bixi, des choses comme ça. Mais il n'existe pas une politique actuellement. Donc, on a cette idée, mais on a la capacité à niveau technologique de partager l'information, mais il n'y a pas une politique. Qu'est-ce qu'on va partager, qu'est-ce qu'on ne va pas partager, mais aussi qu'est-ce qu'on va ramasser. Et je pense que si on regarde dans le site Faire Montréal, on voit que ce projet, c'est un projet en conception. Et je pense que c'est positif qu'il soit en conception parce que cela indique qu'on est en train de prendre du temps pour réfléchir qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette politique. Et en fonction de cela, on va pouvoir offrir les services pour les citoyens. Et on parle beaucoup de nouvelles technologies. On parle avec l'idée que la plupart des citoyens ont un téléphone intelligent, qui vont avoir un accès à l'Internet, qui ont un ordinateur, qui ont la connexion Wi-Fi, mais ce n'est pas tous les cas. On a beaucoup de citoyens qui n'ont pas encore un téléphone, même un téléphone cellulaire, n'ont pas un téléphone intelligent, qui ont besoin encore d'avoir des services traditionnels. Donc, il faut donc éviter que la ville mette tout dans le panier de la ville intelligente et oublie des services qui doivent être offerts à des gens qui ont peut-être moins accès à la technologie. Ou voir comprendre pourquoi est-ce que ces citoyens ne peuvent pas rentrer dans cette tendance de la ville numérique et leur donner aussi des moyens pour qu'ils puissent participer. Parce que le plus important, c'est créer une communauté intelligente. Mais si on n'offre pas la possibilité, on fait une exclusion au niveau numérique par rapport à la technologie, mais c'est aussi une exclusion au niveau société. Donc, ce n'est pas des citoyens qui vont pouvoir participer dans les projets. On n'aura pas fini d'en parler, c'est bien certain. Alessandro Romero-Torres, vous êtes professeur au département de management et technologie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.